Salut. Petite question comme ça, comment s'appelle ce pays? Perdu. Ou pas. J'en sais rien, je vous entends pas. Mais en tout cas, c'est le Panama, un petit pays d'Amérique centrale qui, comme la plupart des petits pays d'Amérique centrale, a connu son lot de coups d'État, de dictatures et de guerres. Et l'une d'entre elles commence le 20 décembre 1989, lorsque les États-Unis d'Amérique déclenchent l'opération Just Cause, une invasion militaire du Panama qui vise à destituer le général autoproclamé président Manuel Noriega. The President has directed United States forces to execute at 1:00 a.m. this morning pre-planned missions in Panama to protect American lives, restore the democratic process. Selon le porte-parole du gouvernement américain Marlene Fitzwater, que vous venez d'entendre, cette opération a 4 objectifs. Protéger les citoyens américains, sécuriser le canal de Panama, restaurer la démocratie pour le peuple du Panama et destituer le dictateur Manuel Noriega. Environ 28 000 soldats américains sont déployés lors du conflit, qui dure plus d'un mois et se termine le 31 janvier 1990 par une victoire américaine. Ce bref conflit entraîne la mort de 23 militaires américains et plus de 300 Panaméens. Les victimes civiles font quant à elles l'objet d'estimations, entre 300 et 3000 selon les sources. D'apparence mineure, ce conflit marque en réalité une transition pour l'Amérique latine, qui passe de l'anticommunisme à l'anti-américanisme. L'influence des États-Unis dans cette région du monde est très importante. Elle s'imbrique avec beaucoup d'autres enjeux, géopolitiques ou économiques, et ses conséquences ont forgé le monde contemporain et les conflits actuels. Et c'est ce qu'on va voir. On va commencer par un peu de contexte. On est en plein milieu de la guerre froide. Pour ceux qui sont endormis en cours d'histoire, la guerre froide ça commence après la Seconde Guerre mondiale, et elle oppose le bloc de l'Ouest, mené par les États-Unis, au bloc de l'Est, mené par l'URSS. Ce sont donc deux superpuissances, opposées idéologiquement, qui s'affrontent partout sauf sur un champ de bataille. C'est ce qu'on appelle une guerre par procuration, qui se joue par l'intermédiaire d'alliés politiques, de milices ou de gouvernements corrompus. Quand il y a des conflits, la plupart d'entre eux sont souvent indirects, éloignés. Enfin, la plupart d'entre eux. On est en 1961. Les États-Unis sont en pleine débandade car Cuba, dirigé par le régime communiste de Fidel Castro, fait installer des missiles capables d'accueillir des têtes nucléaires. Or, le problème avec Cuba, c'est que le pays se situe à quelques kilomètres des côtes américaines. En bref, les alliés des Américains essayent d'envahir l'île, ils n'y arrivent pas, les États-Unis font un blocus maritime autour du pays, des sous-marins soviétiques passent le blocus, le président américain panique, mais Kennedy et le leader soviétique Khrouchtchev trouvent un accord, et chacun range ses missiles. Bon, pourquoi je vous raconte ça? Car, même si le pire est évité, la population américaine prend conscience du danger d'une puissance nucléaire communiste à quelques kilomètres de leur pays. On avance alors aux années 1970. L'Amérique latine devient un enjeu majeur pour les États-Unis. La CIA veut à tout prix éviter un autre fiasco similaire à Cuba et déploie les grands moyens. En 1975, le plan Condor, soutenu par les États-Unis, vise à mettre en commun les organes de renseignement de nombreuses dictatures militaires d'Amérique latine pour arrêter, torturer ou assassiner les dissidents politiques. Ce soutien, principalement financier et stratégique, permet à la CIA d'endiguer le communisme dans cette région du monde sans impliquer directement les États-Unis. Enfin, pas totalement. Notre histoire commence avec cet homme, Omar Torrijos. À la suite d'un coup d'État contre le président Arnulfo Arias, ce bonhomme gouverne officieusement le Panama de 1968 jusqu'en 1981. Il applique une politique souverainiste, c'est-à-dire qu'il cherche l'indépendance de sa nation, et il s'attaque à 3 grands problèmes qui gangrènent son pays. L'oligarchie et les grands propriétaires terriens. À l'époque, ils détiennent la quasi-totalité des exploitations agricoles et asservissent les paysans avec le soutien de l'armée. Le second, c'est l'impérialisme américain. Torrijos se bat pour garantir la souveraineté nationale du Panama et récupérer le contrôle du canal de Panama. On va en reparler très vite. Et enfin, les multinationales et la Banque mondiale, dirigées à l'époque par Robert McNamara, l'ancien secrétaire à la défense des États-Unis sous Kennedy. Ces multinationales sont au service des intérêts américains, et elles font jouer leur influence économique pour soumettre des leaders de pays en voie de développement. Torrijos, très anti-américain, ne se laisse pas corrompre. Il souhaite coûte que coûte l'indépendance complète de son pays. À cette époque, il faut comprendre que le Panama ne contrôle pas une partie de son propre territoire. Après la construction du canal de Panama, financé par les États-Unis, une zone spéciale est créée, un territoire exclusivement américain avec plusieurs bases militaires. Torrijos récupère la base américaine de Rio Hato en 1970 et signe le traité Torrijos-Carter en 1977 qui acte la neutralité du canal et le place sous l'autorité conjointe des États-Unis et du Panama.
certaines bases restent américaines, et plusieurs civils américains continuent de vivre dans cette zone. Cependant, en 1981, Tori Ross meurt dans un accident d'avion. L'enquête sur le crash a été entourée de controverses et de spéculations. Fait d'intéressant, l'accident s'est produit peu après que Ronald Reagan ait pris ses fonctions de président des États-Unis et seulement 3 mois après la mort du président équatorien Jaime Roldos Aguilera dans des circonstances très similaires. Après la mort de Tori Ross, une lutte de pouvoir s'engage entre les commandants militaires. Et c'est ici qu'entre en jeu le personnage principal de notre histoire, cette face d'ananas Manuel Noriega. D'ailleurs, face d'ananas, c'est pas juste pour se foutre de sa gueule, mais c'était son surnom dû à une maladie de jeunesse. Bref, Manuel Noriega rencontre Tori Ross en 1962 et participe à son coup d'état. Ce dernier le nomme directeur des services de renseignement. Noriega se sert de ce statut pour renforcer son pouvoir personnel et éliminer ses opposants. À la mort de Tori Ross, Noriega est tellement influent qu'il contrôle officieusement les présidents panaméens. Cependant, ce fiefé filou faisait double jeu. En même temps, dans sa fonction de chef d'État, Noriega bossait aussi pour la CIA. Il permet notamment à la CIA d'ouvrir un poste d'écoute sur le canal de Panama pour surveiller les mouvements pro-communistes d'Amérique centrale. Maintenant, je vous fais un petit exercice. Imaginez que vous êtes le leader d'un régime autoritaire dans un petit pays d'Amérique latine. Qu'est-ce que vous faites ? Eh ben moi, je ferai des réformes pour redistribuer les prélèvements sur les multinationales et puis je limiterai le pouvoir des... Non, c'est nul. Laissez-moi faire. D'abord, diversifier les sources de revenus. Et oui, car derrière cette façade sympathique de dictateur, Noriega trempe aussi dans le détournement de fonds publics et le trafic de drogue. Il entretient des relations avec le cartel de Medellín en Colombie, vous savez, Pablo Escobar, tout ça, et il transforme le Panama en plaque tournante de la cocaïne directement pour les États-Unis. Sa fortune personnelle est alors estimée à 350 millions de dollars. L'armée prend une place de plus en plus importante au sein du régime, car elle détourne les revenus du commerce illicite au détriment des élites financières panaméennes. Celles-ci perdent le soutien du gouvernement et décident de lâcher Noriega. Même au sein de l'armée, les tensions montent, car Noriega favorise certains de ses collègues. Enfin, Noriega est accusé, à tort ou à raison, de fournir des informations confidentielles en provenance de la CIA pour le KGB en URSS. Pas vraiment un homme de confiance. Ensuite, faites régner la terreur. Noriega crée la Panama Defense Forces, PDF, en 1983, qui remplace l'armée régulière. Il soutient politiquement les Américains et facilite les livraisons d'armes pour les Contras, les paramilitaires anticommunistes au Nicaragua. Pendant ce temps, Hugo Spadafora, militaire charismatique, leader d'insurrection au Nicaragua et ancien ministre de la Santé sous Tori Ross, s'oppose au régime autoritaire de Noriega et dénonce sa complaisance pour le trafic de drogue. En 1985, alors que Spadafora cherchait des preuves de la corruption du régime, son corps est retrouvé décapité au Costa Rica. Étonnant. En 1988, Noriega crée les Batallones de la Dignidad, ou Bataillons de la Dignité, une milice paramilitaire chargée de défendre le pays contre une potentielle invasion américaine et contre les opposants politiques de Noriega. Et justement, ce dernier se montre de plus en plus réticent à coopérer avec les Américains. Dans le même temps, un scandale d'État aux États-Unis porte l'attention de l'opinion américaine sur les dictatures d'Amérique latine et sur Noriega, qui devient un allié gênant. Enfin, fait de diversion. En 1989, des élections démocratiques doivent avoir lieu et elles laissent présager une victoire du candidat Guillermo Andara avec 71% des voix. Donc si on résume, Noriega s'est aliéné les élites financières, une partie de l'armée, une grande partie de sa population et la première puissance mondiale. À ce moment, vous vous dites sûrement, mais que va-t-il faire ? Quelle solution pourrait lui rendre le soutien de son peuple sans aggraver les tensions avec les Américains ? La guerre. Et oui, Noriega utilise les accusations des États-Unis envers lui pour déclarer un état de guerre et annule ainsi les élections qui lui auraient fait perdre le pouvoir. Le 11 mai 1989, lendemain des élections, Guillermo Andara mène un cortège d'1 millier de personnes pour protester contre cette mesure. Des membres du Bataillon de la Dignité en profitent pour faire des ratonnades et agresser Andara, ainsi que son collègue, candidat à la vice-présidence, Guillermo Ford. Sa voiture est arrêtée, son garde du corps prend une balle dans la tête. Les soldats le traînent en dehors du véhicule et le tabassent à l'aide de barres de fer et de planches. Ford survit à l'agression et se fait connaître à l'international grâce à une photo du journaliste Ron Aviv.
George Bush, qui en a un peu marre d'être pris pour un con, élabore un plan d'invasion du Panama, justifié par l'état de guerre, avec l'aide de son ministre de la Défense, Dick Cheney. La tension est donc à son paroxysme le 15 décembre 1989. Ce jour-là, le capitaine de marine Richard Haddad, le lieutenant Michael Wilson, le capitaine Barry Rainwater et le premier lieutenant Robert Paz quittent la base américaine de Fort Clayton à bord d'une Chevrolet Impala et se rendent au restaurant du Marriott Caesar au centre-ville de Panama City. Au retour du restaurant, vers 21h, les Marines se trompent de route et sont arrêtés à un barrage routier devant le quartier général du PDF dans le quartier d'El Chorrillo. Plusieurs soldats panaméens, un membre du bataillon de la dignité et de nombreux civils bloquent la route. Les Américains montrent leurs pièces d'identité, mais les soldats ne les laissent pas passer. L'un d'entre eux pointe une AK-47 sur Haddad et la tension monte d'un cran. Celui-ci, au volant, aperçoit une voiture de police en train de faire une manœuvre, laissant une route ouverte. Il décide alors de forcer le barrage, mais un soldat du PDF ouvre le feu. La balle entre à l'arrière du véhicule et frappe le lieutenant Paz dans le dos. Haddad est également blessé au pied. Paz est immédiatement amené à l'hôpital militaire de Gorgias, mais il meurt de ses blessures. Bon, ça c'était la version officielle du gouvernement américain, appuyée par le témoignage des Marines. Maintenant, un article de 1990 du Los Angeles Times, basé sur des témoignages de l'armée américaine, affirme que ces Marines n'étaient pas perdus, mais qu'ils faisaient partie des Hard Chargers, une unité chargée de provoquer les Panaméens pour justifier une invasion américaine. Ce soir-là, les Marines seraient allés volontairement au barrage routier et auraient insulté les soldats avant de s'enfuir. Quoi qu'il en soit, cet événement marque le début du conflit. Le 20 décembre 1989, l'invasion à grande échelle du Panama est lancée. Le petit pays ne fait évidemment pas le poids face aux géants américains. Dès le premier jour, plusieurs attaques sont menées conjointement sur des cibles stratégiques, telles que l'aéroport de Torrijos, la Comandancia, le QG des forces armées, ou la prison de Rhinaseur. On va se pencher dans le détail sur l'attaque de la Comandancia, donc le quartier général des forces armées panaméennes et de plusieurs brigades paramilitaires, dans la nuit du 19 décembre. Donc la Comandancia se situe dans le quartier d'El Chorrillo, dans la capitale du Panama, à côté de la prison Carcel Modelo. Et en même temps de l'attaque sur la Comandancia, une unité spéciale est chargée de délivrer un espion américain enfermé dans la prison de Carcel Modelo. C'est l'opération Acid Gambit. Alors là, préparez-vous parce que c'est assez technique. L'opération commence mal, car les forces de police panaméennes repèrent les soldats américains, ce qui laisse le temps aux soldats du PDF de prendre position. Des hélicoptères AH-64 et un AC-130 commencent par dégager les routes et détruisent 2 blindés légers. Au sud, les M113 américains progressent. Au nord, les M113 sont immobilisés par des barrages routiers et les soldats du PDF les prennent en embuscade. Plusieurs soldats américains meurent ou sont blessés durant l'escarmouche. Au même moment, au sud, un hélicoptère de combat OH-58 est pris pour cible et s'écrase. Malgré les pertes, les task force progressent, mais un feu se déclenche à la Comandancia. Une épaisse fumée trouble la vue des hélicoptères et de la C-130 qui tirent sur les M113 américains par erreur. Les appuis aériens sont alors inefficaces, mais les soldats américains obtiennent le soutien de l'artillerie qui s'était positionnée sur une colline à proximité. Quelques heures plus tard, les derniers bâtiments sont sécurisés et la Comandancia tombe aux mains des forces américaines. Et alors pendant tout ça, toute cette attaque sur la Comandancia, quelques dizaines de mètres à côté, l'unité spéciale chargée de délivrer l'espion américain intervient. L'espion en question s'appelle Kurt Muse et il s'occupait d'une radio clandestine opposée au régime de Noriega avant d'être arrêté. 4 hélicoptères MH6 Little Bird décollent en direction de Carcel Modelo. L'un d'entre eux se pose sur le toit de la prison. 2 soldats en sortent et pénètrent dans le bâtiment. Ils descendent des escaliers, neutralisent le garde de Muse et font exploser la porte de sa cellule. Oui, comme dans les films. Ils remontent dans l'hélicoptère avec Muse et s'envolent, mais des soldats du PDF tirent sur l'hélicoptère qui s'écrase. Ses occupants survivent au crash et se réfugient dans un bâtiment annexe.
l'un d'entre eux attire l'attention d'un des hélicoptères MH6 pour signaler sa présence. Peu de temps après, un M113 vient les chercher et exfiltre Muse. Cependant, pendant ces deux opérations, le feu qui s'était déclenché à La Comandancia se propage au quartier d'El Chorrillo. Des vidéos de l'incendie montrent son ampleur, mais ni le feu ni les victimes ne sont jamais mentionnés dans les archives américaines. Ce qui pose le problème des sources d'information, car dans les premiers jours de l'attaque, seuls les journalistes américains étaient autorisés à filmer les événements. L'information était donc extrêmement limitée, voire contrôlée. On ne peut donc faire que des estimations pour les victimes civiles, entre 300 et 3000. Enfin, l'invasion du Panama a aussi servi de terrain d'entraînement pour les troupes américaines et leurs prototypes. C'est le cas des avions de combat furtifs F-117 Nighthawk ou encore des fameux Humvees, que vous connaissez sûrement, et qui seront utilisés durant la guerre du Golfe quelques mois plus tard. C'est aussi pendant cette guerre que les femmes sont pour la première fois déployées massivement, bien que reléguées à des rôles logistiques de second rang. Malgré cela, certaines d'entre elles, prises dans le feu de l'action, ont pu mener des troupes au combat, chose inédite dans l'histoire des États-Unis. Bref, en 14 jours, les défenses du Panama sont neutralisées et Manuel Noriega, dos au mur, se réfugie dans l'ambassade du Vatican pour échapper à l'extradition. Les négociations entre le gouvernement américain et le Vatican ayant échoué, les soldats américains installent un camp devant l'ambassade et préparent des mesures de guerre psychologique. Chaque nuit, les soldats passent des musiques de rock devant l'ambassade pour briser Noriega. Le 3 janvier, ce dernier assiste à une messe, puis fait une communion avec le prêtre José Laboa. Il lui prêche une homélie du voleur sur la croix, ce qui aurait fait pleurer Noriega. Comme quoi, le repenti décide alors de sortir de l'ambassade avec une Bible dans la main. Il est arrêté et son opposant Guillermo Andara, vous vous souvenez? Le type qui s'est fait casser la tête après les élections. Il prête serment et devient le nouveau président du Panama. L'ex-dictateur est rapatrié aux États-Unis pour son procès. Il est inculpé et doit purger une peine de 42 ans pour trafic de drogue, racket et j'en passe. En 2010, il est extradé en France où il sera emprisonné pour trafic de drogue, puis en 2011, il est rapatrié au Panama où il est encore emprisonné pour le meurtre de 2 de ses opposants politiques 30 ans plus tôt. Il meurt finalement en 2017 d'une tumeur au cerveau. Durant le procès de Noriega, son avocat, Frank Robino, aurait déclaré « Le général Noriega a en sa possession des documents montrant des tentatives d'assassinat sur lui et M. Torrijos par des agences secrètes des États-Unis, comme la CIA. » Bon, ça vaut ce que ça vaut. Pour ce qui est d'Andara, il rétablit la liberté d'expression et les institutions démocratiques. Il purge les forces de défense panaméennes des loyalistes de Noriega, dissout les milices et réduit le pouvoir de l'armée. Toutefois, il va y avoir une série de scandales pendant son mandat. Déjà, contrairement aux dirigeants précédents, Andara nomme uniquement des blancs à des postes ministériels, excluant la grande population métisse du Panama. Ensuite, en 1992, sa femme, Ana Mae Diaz, est accusée de profiter d'un don de nourriture pour la revendre dans les rues de Panama City. Bref, il y a de la corruption, du trafic d'influence, et avec l'augmentation du chômage, le gouvernement devient vraiment très impopulaire, et des manifestations éclatent en 1991. Et tout ça, ça va jouer pour les élections à venir. D'abord, pour les législatives de 91, c'est le Parti révolutionnaire démocratique qui obtient la majorité, et pour les présidentielles de 94, c'est le même parti qui remporte les élections, avec à sa tête le candidat Ernesto Pérez Valladares, qui était un proche de Noriega. Oui, tout ça pour ça. Bref, le Panama c'est un cas d'école pour illustrer les dérives de la politique étrangère des États-Unis. Pensez-y, les États-Unis sont probablement responsables de la mort de Torrijos, ils soutiennent probablement un dictateur qui s'empare du pouvoir et sont obligés d'envahir le pays après avoir coupé leurs relations diplomatiques. D'ailleurs, l'histoire du Panama depuis le début du XXe siècle est parsemée d'interventions politiques ou économiques des États-Unis, souvent pour des causes et par des méthodes discutables. Et c'est cette omniprésence des États-Unis au Panama, mais plus généralement en Amérique latine, qui a semé les graines de l'anti-américanisme, incarné aujourd'hui par le leader du Venezuela, Nicolás Maduro, dont on parlera peut-être dans une prochaine vidéo. Un exemple de ça, dans son livre Confessions of an Economic Hitman, l'économiste américain John Perkins explique que les États-Unis engageaient des tueurs à gages financiers qui devaient corrompre les dirigeants étrangers avec des prêts financiers a priori avantageux. En réalité, ces prêts étaient faits pour ne pas pouvoir être remboursés,
ce qui permettait aux entreprises américaines d'obtenir d'énormes contrats d'infrastructure en échange de l'annulation des prêts. Mais le problème, c'est que le livre de John Perkins a fait l'objet de nombreuses critiques sur la véracité de ses propos. Et c'est bien ça le problème. Qui est-ce qu'on peut croire ? Tout ce dont je vous ai parlé, l'assassinat de Tory Ross, le soutien au trafic de drogue, le financement de milices paramilitaires au Nicaragua et bien d'autres, tous ces faits qui impliquent la CIA ou le gouvernement américain ne sont pas vérifiables à 100%. Ce qui nous amène à deux questions. Déjà, comment départager le vrai du faux ? La plupart des actions des services secrets sont entourées de mystères et d'hypothèses. Ce flou est renforcé par les mensonges de certains hommes d'État, hauts responsables ou médias, qui ne sont pas systématiques, mais qui mélangent le réel et le fictif. Or, ce mélange attaque notre capacité à discerner le vrai du faux, autrement dit, à nous former une opinion. Alors là, accrochez-vous, on va citer Hannah Arendt dans son entretien de 1974. Quand tout le monde vous ment en permanence, le résultat n'est pas que vous croyez ces mensonges, mais que plus personne ne croit plus rien. Un peuple qui ne peut plus rien croire ne peut se faire une opinion. Il est privé non seulement de sa capacité d'agir, mais aussi de sa capacité de penser et de juger. Et avec un tel peuple, vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est pourquoi, malgré ce constat, le discrédit porté sur les personnalités publiques, donc les journalistes ou les hommes politiques, ne produit pas plus de lucidité, mais au contraire plus de cynisme et de destruction envers le vrai et le faux. Bref, la réponse est décevante, mais on ne peut jamais être sûr d'un fait. Il faut comprendre les positions politiques de chacun et éventuellement leurs intérêts personnels par rapport à l'information pour se rapprocher d'une forme de certitude. Et la deuxième question, si les implications de la CIA dans les pays étrangers sont bel et bien réelles, est-ce qu'elles sont justifiées ? Ça, c'est une question autrement plus difficile. D'un point de vue purement juridique, c'est non. Le principe de non-ingérence, affirmé par l'Assemblée générale des Nations unies, veut qu'aucun État n'a le droit d'intervenir, d'influencer ou de manipuler la juridiction d'un autre État. Et pourtant, ça n'a pas empêché les États-Unis d'intervenir dans la quasi-totalité des pays d'Amérique latine, et ces ingérences ont souvent eu des conséquences désastreuses, même lorsqu'elles semblent légitimes. Et si vous croyez que j'exagère, voici une liste non exhaustive de ces interventions. Donc ces interventions ont souvent pour but de garantir les intérêts économiques ou politiques d'un État ou d'une entreprise, et même si ce n'est pas le cas, elles provoquent de l'instabilité. Certains d'entre vous pensent peut-être que Noriega était un dictateur, qui a tué des milliers de Panaméens, et qui aurait tué davantage s'il n'avait pas été arrêté par les États-Unis. Et c'est tout à fait vrai. Mais je vous répondrai d'une part que c'est l'assassinat, très probablement fomenté par la CIA, de Omar Tory Ross qui a mené Noriega au pouvoir, et d'autre part que le gouvernement américain a collaboré avec le dictateur alors qu'il avait connaissance de ses méthodes, dans le seul but de préserver ses intérêts. D'ailleurs, petite anecdote,
Le nom même d'opération Just Cause a été choisi pour souligner le bien fondé de l'invasion. Le secrétaire d'État Colin Powell l'a expliqué par le fait que, je cite, « Même nos opposants devraient prononcer Just Cause, donc cause juste en français, tout en nous dénonçant. » Mais il faut pas croire que ces méthodes étaient spécifiques aux années 80 ou qu'elles étaient justifiées par le contexte de guerre froide et la menace soviétique. Encore aujourd'hui, les États-Unis, mais en réalité la plupart des grandes puissances industrielles, que ce soit la Chine, la Russie ou même la France, essayent d'étendre leur zone d'influence à travers le monde, essentiellement dans des pays sous-développés, quitte à provoquer de l'instabilité, des guerres et des morts.